Le destin a mené Brian Dickson des chemins poussiéreux de la Saskatchewan à la Cour suprême du Canada, à Ottawa. À titre de juge en chef du Canada, le très honorable Brian Dickson s'est fait valoir par son ardeur au travail, la clarté de ses décisions et ses efforts inlassables au nom de la justice. Robert George Brian Dickson a vu le jour à Yorkton, en Saskatchewan, le 25 mai 1916. Ses parents, Thomas et Lillian Dickson, avaient immigré d'Irlande. Brian, qui passait beaucoup de temps avec son jeune frère Tom, a découvert à cette époque son amour du plein air et de l'équitation. Son père était directeur de banque. La fin de semaine, Brian l'accompagnait souvent chez des clients à leur domicile ou à leur travail. C'était l'époque de la grande crise. Les banquiers étaient souvent témoins de situations déchirantes, de gens dépossédés de leurs économies en quelques heures qui perdaient tout espoir. Le malheur de ces gens a exercé un effet profond sur le jeune Brian, nourrissant chez lui un sentiment de compassion envers les déshérités, lequel est resté profondément ancré dans son cœur tout au long de sa vie. La mère de Brian, Lillian, a été parmi les premières femmes à étudier au Trinity College de Dublin. Chanteuse de talent et passionnée de lecture, elle a inculqué à son fils le goût des arts. Brian a fait ses études primaires et secondaires à des écoles publiques de Unity, Weyburn et Regina. C'était un élève intelligent et appliqué. En 1932, la famille Dickson a quitté Regina pour s'installer à Winnipeg. Brian n'avait que 16 ans lorsqu'il est entré à l'Université du Manitoba. Brian a fréquenté la faculté de droit, puis il a fait son stage chez Scarth, Guild & Honeyman. Passionné par tout ce qui demandait un effort intellectuel, celui-ci s'est vite fait reconnaître par ses aptitudes exceptionnelles en droit. Il a obtenu son diplôme en 1938, se classant premier de son groupe. Brian a rencontré et s'est épris de Barbara Sellers, la sœur d'un ami d'université. Barbara, alors âgée de 17 ans, était à ses yeux très belle et très merveilleuse. En raison de la crise, Brian n'a pas pu trouver de travail dans sa profession. Comme il n'avait pas les moyens de payer sa cotisation au barreau, il a accepté un poste auprès de la compagnie d'assurance Great West Life à Winnipeg. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Brian faisait déjà partie du 37e corps d'artillerie de campagne. En 1940, il est entré dans le corps de formation d'officiers et il a passé l'été à s'entraîner au camp Shiloh. Comme Brian se préparait à partir pour la guerre et qu'il ignorait s'il en reviendrait, lui et Barbara ont remis à plus tard leur projet de mariage. En janvier 1941, Brian est parti de Halifax pour l'Angleterre, où il s'est révélé un officier prometteur. Il est retourné au Canada en mai 1943 afin de poursuivre sa formation militaire. Brian a retrouvé Barbara et le couple s'est marié le 18 juin à l'église Holy Trinity de Winnipeg. Le couple s'est installé à Kingston, où Brian a fréquenté le Collège militaire royal du Canada. Brian est retourné en Angleterre peu après le jour J en juin 1944. En août, Brian a été envoyé en Normandie, où les forces canadiennes menaient une lutte féroce qui allait avoir une influence décisive sur l'issue de la guerre. Le 26 août, lors d'une mission de reconnaissance, son groupe a essuyé un feu nourri. La bataille a été acerbe. Lorsque la fumée s'est dissipée, 6 soldats des forces alliées avaient perdu la vie. Plusieurs autres étaient gravement blessés, y compris Brian, qui avait perdu une jambe dans cette bataille. Après 3 mois de convalescence en Europe, Brian est rentré au Canada le 11 décembre 1944, la veille de la naissance de son fils Brian Henry, le premier de 4 enfants. En 1945, Brian est entré en fonction chez Aikens Macaulay, un des plus grands cabinets d'avocats de Winnipeg. Dès le milieu des années 50, il était reconnu comme un des meilleurs avocats conseils de société de la ville.
Devenu président de la Société de la Croix-Rouge du Manitoba, Bryan a pris part à la vaste opération de sauvetage organisée lors de l'inondation causée par les crues des rivières Rouge et Assiniboine, qui a ravagé le sud de la province en 1950. Logeant au siège social de la Croix-Rouge et travaillant 24 heures sur 24, Bryan a dirigé environ 4400 bénévoles pendant 3 semaines. À plusieurs reprises durant sa vie, il a accepté de prêter son concours afin de rendre service à la population de Winnipeg. Le deuxième enfant de Bryan et Barbara, une fille nommée Deborah, est née après l'inondation. La maison des Dixon a retenti des rires de 2 autres enfants, les jumeaux Peter et Barry. Au cours de cette période, Bryan était président du conseil d'administration de l'Université du Manitoba. En plus de siéger au conseil de la North American Wildlife Foundation et des Blue Bombers de Winnipeg. Maître Dixon ne semblait pas s'orienter vers la magistrature. En effet, un bon avocat d'affaires cherche à éviter à ses clients de devoir comparaître en justice. Très habile en la matière, il n'a pas eu à plaider qu'en de rares occasions. Les tribunaux étaient en quête d'une énergie et des talents nouveaux. Or, Maître Dixon, alors âgé de 47 ans, était mûr pour une telle expérience. Le 29 novembre 1963, celui-ci a été assermenté comme juge de la Cour du banc de la Reine du Manitoba. Bryan a adoré son travail de juge de première instance, qu'il qualifiait de meilleur emploi au monde. L'action civile la plus longue et probablement la plus marquante de sa carrière a été l'affaire Hoffer contre Hoffer, qui soulevait la question des droits de propriété au sein d'une communauté religieuse divisée. La rédaction soignée de ses motifs n'est pas passée inaperçue. Quelques années plus tard, le juge Dixon apprend que les membres de la Cour suprême du Canada ont été impressionnés par son travail dans ce domaine difficile. En 1967, le Canada célébrait son centenaire. Cette année-là, après avoir siégé pendant 4 ans au tribunal de première instance, le juge Dixon est nommé à la Cour d'appel du Manitoba. En tant que juge d'instance et juge d'appel, ses décisions sont rédigées sous la forme d'énoncés simples mais profonds. Le juge Dixon sait bien cerner l'essence et la dimension humaine de la cause devant lui. La relation entre la loi et la moralité a fait l'objet de débats animés au cours des années 60 et 70. La moralité était en pleine évolution et les tribunaux étaient au cœur de ce changement. Un magistrat, a déclaré le juge Dixon, doit s'efforcer d'appliquer les normes contemporaines de la communauté canadienne à la lumière de son expérience. Il doit éviter à tout prix que ses décisions ne reflètent ou ne projettent ses propres notions de ce qui est tolérable. Après 10 années de service à la magistrature et une notoriété pour l'excellence de ses jugements, Bryan méritait d'être pressenti pour siéger à la plus haute instance judiciaire du pays. Les réalisations professionnelles du juge Dixon ont été reconnues lors de sa nomination à la Cour suprême du Canada en 1973. L'année suivante, la famille a acheté une ferme à l'ouest d'Ottawa et a fait venir ses chevaux du Manitoba. Les journées de travail étaient longues et les fins de semaine étaient consacrées à la recherche, à la rédaction et aux rencontres avec des stagiaires à la ferme ou à la cour. Ces stagiaires étaient choisis parmi les meilleurs étudiants et étudiantes des facultés de droit les plus réputées. Le juge Dixon s'émerveillait de leur conscience professionnelle, de leur intelligence et de leur sensibilité. Le juge Dixon attachait beaucoup d'importance aux perspectives nouvelles apportées par les jeunes. À son avis, il était essentiel que les décisions judiciaires soient comprises par les gens, quelle que soit leur connaissance juridique. Nous n'écrivons pas seulement pour les juristes ou les autres juges. Les causes que nous entendons touchent chaque homme, chaque femme et chaque enfant de notre pays, a-t-il dit. Les années 70 ont été une période très dynamique durant laquelle le juge Dixon a rendu des décisions importantes dans des causes portant, entre autres, sur les droits des femmes et des Autochtones, les dommages-intérêts pour lésions corporelles, la défense fondée sur la diligence raisonnable, les droits des prisonniers et le rapatriement de la Constitution canadienne. En 1984, lorsque le juge en chef du Canada, Bora Laskin, a pris sa retraite, le premier ministre Pierre Trudeau a confié ce poste à Bryan Dixon. Le juge en chef Dixon a d'abord procédé à une rationalisation du fonctionnement de la Cour. Puis, il s'est efforcé d'améliorer les relations avec les médias par l'établissement d'une salle de presse moderne.
Il a aussi favorisé un rôle plus actif de la Cour à l'échelle internationale. À titre de juge en chef, le très honorable Brian Dickson a été témoin d'un des plus importants développements de l'histoire canadienne, la proclamation de la Charte des droits et libertés. Le premier ministre Trudeau était d'avis qu'il incombe aux tribunaux, plutôt qu'au Parlement ou à un corps législatif particulier, de protéger les droits de la personne. La Cour suprême était dorénavant chargée d'interpréter la loi dans une optique nouvelle. L'adoption de la Charte et les changements sociaux des années 80 ont placé le juge en chef Dickson et la Cour suprême au cœur d'une toute nouvelle série de questions ayant des répercussions pour l'ensemble de la population canadienne. La Charte définit des libertés et des droits fondamentaux qui ont trait à la liberté de circulation et d'établissement et aux garanties juridiques. Notre tâche consistera à donner vie, à donner un sens à ce texte remarquable afin qu'il réponde aux attentes des Canadiens. Les décisions rendues au cours de cette période ont porté sur une vaste gamme de droits fondamentaux. Mentionnons entre autres l'interprétation de la Charte dans Hunter contre Southam et son application dans Opération Dismantle. La liberté de religion a été examinée dans la Reine contre Bingham Drug Mart, tandis que la liberté d'association a été interprétée dans le cadre de la Trilogie du travail. La question de l'avortement a été abordée dans les causes La Reine contre Morgentaler et Tremblay contre Daigle. La liberté d'expression et la disposition d'exemption ont été mises en lumière dans l'arrêt Ford contre Québec relativement à la loi sur l'affichage public du Québec. Mentionnons encore la propagande haineuse dans La Reine contre Keegstra, ainsi que l'équité en matière d'emploi et la discrimination fondée sur le sexe dans Action Travail des femmes contre CNR. Le critère de proportionnalité et les limites raisonnables ont été examinés dans La Reine contre Oakes. Enfin, les droits des Autochtones ont été précisés dans les causes Guérin et Sparrow. Un des juges qui a aidé à façonner la société canadienne au cours des dernières années a annoncé aujourd'hui qu'il prenait sa retraite. Brian Dickson quitte son poste de juge en chef de la Cour suprême du Canada. Je ne peux imaginer de privilège plus grand pour un avocat que d'être invité à siéger à la Cour suprême. À cette Cour de dernier ressort, nous portons un jugement définitif sur les droits de toutes les personnes qui ont élu domicile dans ce magnifique pays. Bien que Brian Dickson ait pris sa retraite en 1990, l'œuvre de sa vie n'a pas pris fin pour autant. Je vais l'inviter à prendre la parole. Même à la retraite, l'ancien juge en chef a continué à faire sa marque tant dans le domaine juridique que dans le domaine social. Traitant de questions aussi diverses que la justice autochtone et militaire, le commerce international ou la réforme judiciaire, il s'est dépensé sans relâche pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il n'est donc pas étonnant que sa carrière suscite l'admiration. Samuel Friedman, ancien juge en chef du Manitoba, a dit « En tant que juriste, on ne pouvait souhaiter avoir un meilleur collègue. Il a porté de bons jugements avec beaucoup de clarté. » Lors de la nomination du juge Dickson à la Cour suprême, le magazine Maclean a déclaré « Ce magistrat se distingue de ses collègues par la lucidité de ses écrits, ses opinions dissidentes étant souvent plus mémorables que les arguments de la majorité. » La nomination du juge Dickson au poste de juge en chef de la Cour suprême a été l'une des dernières initiatives officielles de Pierre Trudeau. En rétrospective, elle a été l'une des plus durables. De nos jours, il n'existe pratiquement aucun domaine du droit canadien qui ne porte la marque de Brian Dickson. Il est décédé le 17 octobre 1998. La place que s'est taillée Brian Dickson dans notre histoire, comme l'un des juges les plus respectés et des juristes les plus éminents, est assurée.